Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République, dont vous êtes l'invité, Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez de consacrer un documentaire à la guerre d'Ukraine. Son titre, Pourquoi l'Ukraine ? Un documentaire qui va être diffusé ce mardi sur Arte. Un documentaire en forme d'hommage au peuple ukrainien, martyrisé et massacré par Poutine. Alors pourquoi ce film, Bernard-Henri Lévy ? Et au-delà, pourquoi cet engagement pour l'Ukraine ? Parce que le peuple ukrainien est martyrisé depuis des années, parce qu'il n'est pas la seule cible de cette guerre, que nous le sommes aussi, parce qu'il y a un danger pour l'Europe qui s'appelle Vladimir Poutine, et qu'on est bien fou de ne pas en prendre conscience. Alors, vous êtes écrivain, philosophe, cinéaste, chroniqueur. Vous êtes aussi reporter depuis 1971 avec votre départ pour le Bangladesh. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu ce besoin constant de vous engager et de témoigner, ou de vous engager pour témoigner ? De m'engager pour témoigner et pour essayer, si je le peux, quand je le peux, de changer un peu les choses. Ce qui fait que je ne suis pas tout à fait un reporter, c'est ça. C'est que mes reportages, je les imagine et j'essaie de faire en sorte qu'ils servent aussi à faire bouger la situation. Au fond, vous savez, l'éthique du journaliste, qui est grande et noble, c'est surtout que son regard n'interfère pas avec le champ qu'il observe. Je trouve cette éthique admirable, mais ce n'est pas tout à fait la mienne. Moi, j'ai au contraire l'obsession que mon regard interfère avec ce que j'observe. C'est-à-dire, quand je fais un reportage, par exemple, sur le Maïdan en 2014, on va en parler, mon objectif, c'est de ramener les héros du Maïdan chez François Hollande. Quand je rencontre Zelensky en 2019, mon objectif, c'est de témoigner, mais c'est aussi... Dont on voit des images d'ailleurs dans votre documentaire. Hein. Oui, donc c'est une des choses, une des séquences importantes, des images de Zelensky juste avant son élection. À l'époque où tout le monde le prend pour un clown, où tout le monde le prend pour un populiste, et où moi je suis stupéfait au contraire par la force de caractère déjà de cet homme. On va en reparler un peu plus tard. Qu'est-ce qui fait que 45 ans après, vous avez toujours, après la barbarie à visage humain, vous avez toujours envie de pousser des cris et de mener des combats ? Parce que le temps passe moins qu'on croit, probablement. Alors, vous avez dit dans votre livre, le dernier livre, Sur la route des hommes sans nom, publié l'an dernier, en décembre 2021, que vous avez été confronté à l'inhumanité absolue. Justement, l'Ukraine, c'est l'inhumanité absolue ? Bien sûr. Boutcha, par exemple, pour ne citer que ce nom-là, parce que tous vos auditeurs l'ont dans l'oreille, Boutcha, c'est l'inhumanité absolue, c'est-à-dire des civils pris en otage, exécutés par une armée en déroute, les mains liées dans le dos, une balle dans la tête, c'est l'inhumanité absolue. Et il n'y a pas que Boutcha. Tous les villages que j'ai filmés, que j'ai visités entre Kiev et la frontière biélorusse, c'est le spectacle de cette inhumanité. Si j'étais un tempérament plus religieux, je dirais que c'est la marque, la présence du diabolique en ce monde. Et quand on voit ça ? Mais on n'est pas tout à fait le même. On a du mal à s'y faire. On a du mal à ne pas y repenser après. Et on ne revient pas pareil que ce qu'on était avant. Et vraiment, c'est... Et pourtant, j'en ai vu. Scènes comme ça, vous en avez vu depuis 50 ans. Et pourtant, j'en ai vu, j'ai passé ma vie à en voir. Mais d'abord, on ne s'habitue pas. C'est toujours la première fois. C'est une réflexion qu'on se faisait avec mes camarades de tournage, Marc Roussel d'abord, Gilles Herzog, Olivier Jacquin, c'est que on a beau faire, on a beau essayer de s'endurcir, on est des novices face au spectacle du mal radical. Du mal radical, du mal absolu. On est toujours des novices. C'est toujours comme si c'était la première fois. Alors, dans votre film, Une autre idée du monde, qui date donc de décembre 2021, il y avait ce dialogue choc avec celui qui n'était pas encore le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui vous dit « Poutine n'a pas de regard ». Et puis, il y a cette question que vous lui posez, et qu'on le renvoie dans Pourquoi l'Ukraine. Est-ce que vous pensez pouvoir le faire rire, ou est-il incapable de rire ? Réponse de Zelensky, donc on le voit dans ce film qui sera diffusé mardi sur Arte. Je ne veux pas, mais je peux. Comment l'amuseur Zelensky a pu devenir un héros de son peuple et du monde ? Et que vous fait
Comment vous fait réagir ce dialogue que vous avez eu avec lui il y a 1 an et demi? Ce dialogue, il me glace rétrospectivement, mais bien sûr. Mais il y a autre chose dans ce dialogue qu'on voit dans mon nouveau film, celui d'Arte Mardi. Il me dit avec une assurance incroyable qu'il sera capable de l'affronter et de le vaincre. Parce que je lui pose la question. Moi, je sais à l'époque, en 2019, je sais en vérité depuis 2014 que la guerre va éclater. Vous verrez dans le film de Mardi des images où sur le Maïdan, en 2014, j'annonce cela. On va en parler. J'annonce cela. Donc je le sais. Et je lui dis, comment ça va se passer quand vous serez, si vous gagnez l'élection, on est à la veille, quand vous ferez face à Poutine, est-ce que vous serez capable, vous le comédien, vous Coluche, mettons, hein, il était entre Coluche et Beppe Grillo. Eh bien, il me dit avec un calme, un sang-froid et une assurance absolue, bien sûr que je serais capable de l'affronter. Et là, on a vu qu'il était capable. On a vu que c'était vrai, voilà. Et que cet homme a... Je dirais même pas qu'il a rencontré son destin, parce que c'est cela qui est beau. Son destin ou l'histoire? Voilà, l'histoire, oui. Mais son destin, non. Parce qu'on dit souvent ça, et en vous le disant, je crois que ça n'est pas exact. Il n'était pas fait pour être ça. Il n'était pas destiné à être ce héros, ce père refondateur de l'Europe qu'il est en train de devenir. En revanche, il a rencontré l'histoire, c'est-à-dire il s'est emparé de l'événement majuscule, c'est-à-dire ces choses dont la sauvagerie ou dans la grandeur est imprévisible. Ce qu'on ne pensait pas il y a 4 mois, hein, il y a 120 et quelques jours. Personne au monde ne le pensait. Rappelez-vous la réaction des meilleurs alliés de l'Ukraine aujourd'hui, c'est-à-dire les Américains. Quand la guerre éclate, il y a 3 mois, leur première réaction, c'est de dire c'est perdu. Il propose à Zelensky une exfiltration. Et il considère, et le président Biden dit, même si Poutine fait des incursions en territoire ukrainien, nous ne considérerons pas cela comme une invasion. Donc, personne n'est prêt n'imagine que ça aura cette ampleur, que ça aura cette sauvagerie, ni que les Ukrainiens seront capables d'y résister. Ça, c'est totalement inattendu. Et alors, dans Une autre idée du monde, votre précédent film, vous vous souveniez de Babi Yar, du massacre de 33 771 juifs à Babi Yar. C'était les 29 et 30 septembre 1941, il y a donc 81 ans. Un peuple ukrainien qui, en avril 2019, a donc élu Zelensky, Volodymyr Zelensky, un président juif. Le fait que Zelensky soit juif, est-ce que ça compte pour l'histoire contemporaine, pour l'Ukraine et pour cette guerre? Pour l'Ukraine, oui. D'abord, c'est le signe de quelque chose, le signe du fait que l'Ukraine a fait un sacré travail de mémoire sur son propre passé antisémite et criminel. Que l'un des pays, le principal, de la Shoah par balle, soit capable, 75 ans après, d'élire à une écrasante majorité un président juif dont les oncles, 3 des 4 oncles ont été massacrés dans les camps allemands, qui soit capable de porter cet homme au pouvoir suprême, ça veut dire que quelque chose s'est passé en Ukraine. Alors, dans le film, j'explique ce qui s'est passé. Travail de deuil, travail de mémoire, travail sur soi, comme d'autres pays européens, beaucoup plus que certains, et par ailleurs. Après, est-ce que ça compte pour le monde? Oui, bien sûr. Pour moi, français et juif, Zelensky s'inscrit désormais dans la galerie des héros de ce que j'ai appelé le génie du judaïsme, dans un livre plus ancien. Comme l'a été peut-être votre père au moment de la guerre d'Espagne. Comme l'ont été beaucoup. Puisque vous en avez parlé dans votre précédent livre. Comme l'ont été beaucoup de jeunes et vaillants juifs européens et français, bien sûr, qui se sont battus pendant la guerre d'Espagne. Qui n'étaient pas à l'époque leur pays. Bien sûr. Qui se battaient pour les autres. Bien sûr. Mais Zelensky, c'est un héros de l'histoire juive désormais, de l'histoire ukrainienne, mais aussi de l'histoire juive. Et un héros patriote ukrainien. Patriote de l'Ukraine et patriote de l'Europe. Parce que ce qui caractérise cet homme aussi,
c'est qu'il est un Européen d'origine ukrainienne. C'est comme ça qu'il se vit. Première chose qu'il me dit dans le film là qu'on va découvrir dans 48 heures. Et que j'ai eu le bonheur de voir déjà avant. Que vous avez vu avant sa diffusion, naturellement, comme il se doit. Mais compte tenu de l'importance de votre antenne, pour moi, donc bien sûr vous l'avez vu avant, mais vos auditeurs vont le découvrir. Et la première chose qu'il me dit, Zelensky, c'est je suis un patriote européen. Nous sommes, nous, Ukrainiens, au cœur de l'Europe. Et pas seulement par la géographie. Il me dit, comme s'il était Husserl, le philosophe de l'idée que l'Europe est une catégorie de l'esprit, il me dit, on y est par l'esprit. On y est par la terre, par la géographie, mais on y est par les valeurs. Ça, c'est magnifique. Alors, que dire aussi de l'utilisation par Poutine d'une rhétorique faisant référence à la Seconde Guerre mondiale, à la dénazification de l'Ukraine? Que dire? Quand vous avez entendu ça la première fois, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je me suis dit, que c'est fort de café venant d'un pays qui, lui, n'a pas entamé sa dénazification, c'est-à-dire la Russie, où l'antisémitisme est un courant absolument dominant et non maîtrisé de la rhétorique politique, premièrement. Donc c'est fort de café, c'est scandaleux. Rhétorique politique, vous dites russe? En Russie. L'antisémitisme en Russie est un courant très puissant dans l'opinion. Tous les hommes qui entourent Poutine, j'en connais certains, sont des antisémites affichés. Avec pourtant des relations un peu réchauffées avec Israël. Oui, peut-être. Réchauffé à quel point, je n'en sais rien. Mais ce n'est pas la question. Ou non, en tout cas normalisé. Oui, Israël, en effet, a raison de jouer sur les deux registres des valeurs d'un côté et puis de la lutte pour sa survie, éviter d'avoir les missiles du Hezbollah qui tombent sur ces villes. Bon, tout ça, je comprends très bien. Alors vous disiez parmi l'entourage... Mais rien ne m'empêchera de vous dire que l'un des idéologues de Poutine, qui s'appelle Alexandre Douguine, avec lequel il se trouve que j'ai débattu. Là, le débat est en ligne sur le site de la règle du jeu. Vous le trouvez facilement sur YouTube. Vous le trouverez en 2 secondes. C'est un antisémite version Soral ou version Dieudonné. En plus intelligent, parce qu'eux sont des nouilles. Lui et Douguine, c'est un type articulé. L'antisémitisme fait vraiment organiquement partie de son système conceptuel. Donc, quand j'entends Poutine parler de dénazifier l'Ukraine, je me dis que c'est quand même beaucoup d'audace. Le même Poutine qui d'ailleurs ne se prive pas, quand il vise une antenne de télévision, d'envoyer ses missiles sur Babillard. Je montre cela dans le film. On voit l'impact, on voit où est tombé exactement l'obus, en un acte de profanation par conséquent maximal. Un bégaiement de l'histoire? Un retour du refoulé. Quand on a affaire à cette mémoire criminelle, et c'est le cas de tous les pays européens, ça a été notre cas à nous en France. On a ces fantômes qui hantent notre mémoire. J'ai appelé ça jadis l'idéologie française. Il y a 2 solutions. Première solution, on la pense. On va au bout de cette nuit-là. On fait le travail de mémoire. Et à ce moment-là, ça s'éclaircit. Et on a une chance que ça ne revienne pas. Ou bien on ne fait pas le travail de mémoire, on ne fait pas le travail de pensée, et puis c'est comme en psychanalyse, le symptôme, la chose revient sous la forme de nouveaux symptômes. C'est ce qui se passe en Russie. Quand le ministre des Affaires étrangères de Poutine déclare, comme ça, comme une espèce d'évidence, que Hitler avait du sang juif, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le refoulé antisémite qui revient sous forme de symptômes et de manière naturelle et presque instinctive. L'Ukraine, la guerre de Poutine en Ukraine, c'est une guerre contre l'humanité, c'est une guerre barbare? C'est une armée barbare, l'armée russe? Poutine est un barbare? Oui, en tout cas, c'est une guerre contre les civils. C'est pas une guerre contre des militaires. C'est une guerre où on vise intentionnellement les civils. Ça, c'est incontestable. Où on vise les écoles, les maternités, les silos de grains pour affamer le pays, pour affamer le reste du monde. Et c'est une guerre qui multiplie jour après jour, partout, les crimes contre l'humanité. C'est une guerre qui ne respecte aucune des lois de la guerre. Poutine barbare? Un barbare?
Poutine est... L'armée russe, une armée barbare? L'armée russe est une armée de barbares, commandée par des barbares. Les officiers russes se conduisent comme des barbares et jamais désavoués les crimes de guerre commis par les Russes. Il n'y a pas un cas de désaveu par le pouvoir politique russe et par Poutine, ce qui veut dire que Poutine est lui aussi un barbare. Alors, on vous voit dans le film avec des résistants ukrainiens. Et qu'est-ce que vous retenez de leur engagement, de leur action? Et puis, vous faites aussi allusion dans votre film aux instructeurs, notamment américains, du groupe Mozart, que vous opposez au groupe Wagner. Eh ben oui, je trouve que ça, c'est pas un bégaiement, c'est un beau witz, une belle ironie de l'histoire. Cette affaire... On va préciser les choses, hein, Mozart, Wagner. Oui, Poutine-Zelensky, c'est Wagner-Mozart. Les commandos Wagner, chez Poutine, c'est des commandos de tueurs qui ont beaucoup sévi en Afrique, au Mali par exemple, et qui maintenant sont parmi les troupes de choc avec les Tchétchènes et avec des commandos syriens de Poutine, donc les Wagner, groupe Wagner, on les a beaucoup vus en Libye également, et de l'autre côté... Ou en Afrique. Et en Afrique, oui. Et de l'autre côté, il y a ces images que je suis, je crois, le premier à avoir filmées, les images de jeunes vétérans américains. Donc, c'est pas des militaires américains envoyés par le gouvernement. Ils sont venus sur place pour... C'est des vétérans, des Navy Seals, des Marines, retirés de l'armée, enfin, qui ont 35 ans, 40 ans, qui ont voulu s'engager pour la cause des Ukrainiens, qui sont donc en Ukraine aujourd'hui, dans une base secrète que nous avons filmée avec mes camarades, et qui entraînent des volontaires ukrainiens. Voilà. Et ils appellent ça, avec comme une espèce de dérision magnifique, Opération Mozart. Et évidemment, ils ont en tête l'opération Wagner. Avec aussi ces accusations contre un bataillon de l'armée ukrainienne qui a des origines vraiment néo-nazies. Ils n'ont pas des origines néo-nazies. Ils ont une origine compliquée comme toutes les résistances du monde, y compris la résistance française. Au premier jour d'une résistance, on recrute tout ce qui est capable de tenir une arme. On recrute qui vient. On ne fait pas le tri. Dans la première résistance française, il y avait des internationalistes et des maurassiens, il y avait des gens qui venaient des ligues et il y avait des gens qui venaient de la guerre d'Espagne, il y avait de tout. Puis très petit à petit, évidemment, les choses se clarifient. Donc au début du bataillon Azov, bataillon fondé en partie par parenthèse et financé par un homme d'affaires ukrainien, ukraino-israélien qui s'appelle Igor Kolomovsky, il est le fondateur du bataillon Azov, Igor Kolomovsky, israélo-ukrainien, il y avait tout. Et il y avait notamment des soldats qui arboraient des tatouages, des hyper-nationalistes, néo-nazis, arborant des tatouages, des croix gammées, des machins. Quelques mois plus tard, ce bataillon Azov a été intégré à la garde nationale ukrainienne, c'est-à-dire à l'armée régulière, et il a été purgé de l'essentiel de ces éléments radicaux. Je dis l'essentiel parce qu'en effet, on ne sait jamais. Et si vous allez voir demain n'importe quelle unité d'une légion étrangère, quelle qu'elle soit, qui sait si vous n'allez pas y trouver aussi des néofascistes. Mais enfin, aujourd'hui, c'est une infamie et c'est une calomnie que de dire que le régiment Azov est un régiment néo-nazi. Alors une guerre en Ukraine qui va sans doute laisser des traces indélébiles entre le peuple ukrainien, la nation ukrainienne et son agresseur russe. Le chancelier allemand Olaf Scholz a considéré il y a quelques semaines que l'Ukraine devra lutter pendant 100 ans contre les conséquences de la guerre. Comment, dans ce contexte, les relations pourraient-elles se normaliser entre les deux pays, entre les deux peuples ? Et ça nous conduira à parler de l'Europe. On ne sait jamais ça, Frédéric Aziza. Bien sûr que il y a des dettes qui sont inexpiables. Et les Juifs le savent. Ils savent bien que le crime nazi et allemand est un crime impardonnable. Que les blessures infligées par l'Allemagne aux Juifs d'Europe et du monde sont des blessures qui saigneront jusqu'à la fin des temps. On sait cela. Et il est bien qu'il en aille ainsi. Puis en même temps, il y a un moment où des hommes décident de bâtir quelque chose à partir de ces ruines.
et ça s'appelle l'Union européenne. Et c'est Adenauer, c'est De Gaulle, c'est Helmut Kohl, c'est Mitterrand, et on fabrique l'Union européenne. Et ça a mis des dizaines d'années à se mettre en place. Ça a mis, oui, quelques dizaines d'années. Alors, on peut imaginer l'Ukraine et la Russie dans une situation analogue. Boutcha est impardonnable. Boutcha sera... Mais Boutcha, c'est un symbole. Il y a beaucoup de Boutcha. Mariupol, c'est inexpiable. Et je n'imagine pas les Ukrainiens pouvoir un jour pardonner cela, ou Severodonetsk à cet instant. Qui est en train de tomber. Qui est tombé. Aujourd'hui, la bataille se joue dans les villages autour. Après, est-ce que cela empêche que dans une Russie de demain, qui se sera débarrassée de son dictateur, Poutine, oui. voilà, qui se sera débarrassé de Poutine, ou les dissidents de l'ombre qui existent et qui auront pris le pouvoir avec cette Russie-là, bien sûr que le dialogue reprendra et que la coexistence, une coexistence méfiante, reviendra. Alors vous parlez de l'Europe, justement, sans l'Europe, c'est-à-dire sans cette adhésion de l'Ukraine à l'Europe actée jeudi à Bruxelles, point de salut? Bien sûr, point de salut. Vous dites cette adhésion annoncée qui va prendre quand même du temps, 10, 15, peut-être 20 ans. Là encore, on ne sait pas. Ça peut prendre beaucoup moins de temps. Tout ça, c'est les règles de l'histoire. Il y a des événements qui bousculent les règles. Imaginez, pourquoi ça prend 15 ans? Parce qu'il faut que l'Ukraine se mette aux normes sur des questions de transparence de corruption, politique, de corruption financière, de règles de l'état de droit. Fiscal. Imaginez, oui, mais imaginez que l'Ukraine presse le pas. Imaginez qu'elle mette les bouchées doubles. Imaginez que là aussi, Zelensky stupéfie le monde. Eh bien, je ne l'exclus pas. Ça ne prendra pas 15 ans. Arrêtons d'être pessimistes. Ça peut aller très, très vite. On va attendre. Et pourtant, le Premier ministre britannique Boris Johnson, il a donné une interview à un certain nombre de journaux européens dans le monde en milieu de semaine. Il redoute un risque de fatigue des populations en Europe vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Est-ce que vous le ressentez aussi de la même manière? Et puis il ajoute que Poutine doit échouer, que ses forces doivent être expulsées des régions d'Ukraine envahies pour revenir au moins au statu quo d'avant le 24 février. Donc ça veut dire il sous-entend qu'il parle aussi de la Crimée. Est-ce qu'il a raison? Non, il ne parle pas de la Crimée. Quand il dit au moins. Ça nous renvoie. Écoutez, moi, c'est là. Je salue cette interview parue chez vos confrères du Monde hier de Boris Johnson. Elle est magnifique. Moi, c'est ma position depuis le premier jour. C'est la thèse que je défends dans ce film. C'est que le seul but de guerre honorable pour les Européens, il n'y en a qu'un, c'est la capitulation de la Russie. C'est pas sauver la face, c'est pas trouver une porte de sortie à Poutine, c'est pas ne pas tenter de l'humilier, c'est le faire capituler. Il n'y a pas d'autre but de guerre. C'est comme si on avait, en 1943, on ne cherchait pas une porte de sortie pour Hitler. Les choses ne sont pas comparables, mais enfin, tout de même. Alors, voilà. Après la fatigue, il a raison. Bien sûr qu'il a ce risque. Je vous demande justement, est-ce que vous le ressentez ici en France et en Europe? Je redoute cette fatigue des opinions. Il m'arrive d'en ressentir les premiers signes, et c'est pour ça que j'ai fait ce film. Et c'est pour ça que je suis reconnaissant à Arte de l'avoir diffusé aux chaînes européennes, oui, franco-allemandes et européennes désormais, de le diffuser aussi vite, parce que, à ma modeste mesure, avec les moyens de ce film, je veux lutter contre cette fatigue pas inévitable, mais plausible. Ce projet d'intégration de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne, quel effet ça peut avoir sur Poutine? Est-ce que ça fait partie des moyens qui peuvent arrêter Poutine? Déjà, je pense que ça doit le démoraliser un peu, parce qu'il a déclenché cette guerre en 2014, en vérité, pour cela. Et alors, je vous cite 2014. Donc, un conflit sur le territoire européen à des fins impérialistes, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Et pourtant, vous annonciez le pire, comme vous le disiez il y a quelques instants, dès 2014. Voilà, j'annonçais le pire parce que je savais que Poutine ne pouvait pas tolérer cette expérience démocratique à ses portes. Il ne pouvait pas accepter qu'un pays voisin fasse ce travail sur sa mémoire criminelle antisémite que lui ne voulait pas faire. Et parce que la perspective d'une intégration à l'Union européenne de l'Ukraine le terrifiait. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Est en train de se produire ce contre quoi il s'arc-boute depuis 2014 et ce contre quoi il a déclenché sa guerre. L'Europe à ses portes. L'Europe à ses portes, l'OTAN à ses portes,
Il a déclenché cette guerre pour... l'une de ses revendications, c'était que l'OTAN recule ses missiles. Ils sont en train d'avancer. Garder la Suède et la Finlande hors des alliances. Elles sont en train d'y entrer. Il jouait sur la désunion des pays européens, sur la orbanisation, Viktor Orban, d'une partie de l'Europe. C'est l'inverse qui est en train de se produire. L'Europe est en train de se rassembler derrière les pays les plus vaillants du continent. Donc, première chose que ça m'inspire, c'est que c'est les premiers signes, enfin, c'est pas les premiers signes, c'est une des défaites de Poutine. Il y en aura d'autres, mais là, c'est une défaite de Poutine. Il peut y avoir une victoire de Poutine ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que Poutine gagnera cette guerre. La seule question que je me pose, et elle est horrible d'ailleurs, et elle me hante, c'est si les Ukrainiens finissent par l'emporter, à quel prix ? Combien de morts ? Combien de destructions encore ? Des deux côtés. Des deux côtés. Parce qu'il faut penser aux soldats russes qui meurent. Combien de gamins russes de 20 ans qui n'ont pas demandé à faire cette guerre, qui ne savent pas la guerre qu'ils font et qui vont mourir brûlés vifs dans leur char, combien encore ? Combien d'enfants ukrainiens démembrés, mutilés ? Voilà, c'est bien sûr à quel prix. Mais si vous me posez la question, est-ce que la Russie va gagner cette guerre ? Je ne le pense pas. D'aucuns nous disent que Poutine tombera de l'intérieur. Que savons-nous, que savez-vous peut-être, de l'état d'esprit des Russes ? Je sais ce que m'en disent mes amis Garry Kasparov et Donc l'ancien champion du monde d'échecs. L'ancien champion d'échecs, qui vit aux États-Unis, mais qui est citoyen d'un pays d'Europe de l'Est aujourd'hui, qui est exilé de Russie. Ce que m'en dit quelqu'un qui n'est pas mon ami, mais que j'aime beaucoup et avec qui je suis en contact, qui est Mikhail Khodorkovsky. Ce que me disent ces deux hommes-là et d'autres, que je ne peux pas nommer, qui sont à l'intérieur de la Russie, c'est que l'opinion russe est en train de bouger. Et ce qu'on nous dit aussi, que l'opposition gronde contre Poutine. Et ce qu'on nous dit aussi, ce qu'on entend aussi chez des Russes, éventuellement des Russes qui vivent en France, le peuple russe est derrière Poutine. Eh bien, moi, ce que me dit Kasparov, ce que me dit Khodorkovsky, ce que me dit Muratov, le patron de Novaya Gazeta, ce qu'ils me disent, c'est que le peuple russe n'est plus tout à fait derrière Poutine. C'est qu'il y a une opposition grandissante à la politique suicidaire et criminelle de Poutine. Peuple russe, peuple ukrainien, nous avons entendu dans votre film notamment, et puis lors de la présentation du film mardi soir, des mots déchirants de la mère, de la fiancée, de l'épouse de jeunes soldats de l'usine Avastol de Mariupol. Elles sont à l'unisson, toutes. Aidez-nous. Des paroles à la fois poignantes et terribles. Comment peut-on les aider ? En continuant de faire ce que nous avons commencé de faire, c'est-à-dire en les armant. Vous me parliez tout à l'heure de la guerre d'Espagne. Rappelez-vous, le mot d'ordre de la gauche française et européenne à l'époque, des canons, des avions pour l'Espagne. Eh bien aujourd'hui, des canons, des avions pour la résistance ukrainienne. Aujourd'hui, l'impérialisme, il a le visage de Poutine. Le fascisme, il a le visage de Poutine. Le danger pour l'Europe, il vient de Poutine. Il faut lui faire barrage, il faut l'arrêter. Les Ukrainiens le font pour eux et un peu pour nous, il faut les armer. Donc vous ne croyez pas du tout à la diplomatie ? Mais bien sûr que si. Plus du tout à la diplomatie, pardon. La diplomatie, elle reprend toujours ses droits un jour ou l'autre. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, Poutine... Diplomatie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire négocier. Poutine ne veut rien négocier. Et puis négocier quoi ? On va négocier sur le dos des Ukrainiens, nous, qui sommes-nous pour cela ? Donc bien sûr que non. Le jour venu, lorsque Poutine sera vaincu, lorsque son armée aura reculé, lorsque ses généraux capituleront, si, comme je l'espère, cela arrive, ce jour-là, les diplomates se mettront autour de la table. Mais ça sera une diplomatie noble. Diplomatie, vous savez, étymologiquement, ça veut dire se plier en deux. Se courber en deux, s'humilier. Voilà. Moi, je ne suis pas pour une diplomatie qui humilie les Ukrainiens, qui humilie la France, qui humilie les Européens et qui humilie les hommes libres de notre continent. Alors, il y a cette guerre sur le terrain, cette guerre entre les armées, en tout cas les résistants ukrainiens, l'armée ukrainienne et l'armée russe. Et puis, il y a aussi une guerre économique et alimentaire avec le blocage d'un certain nombre de produits par Poutine, notamment le blé. On prédit une famine redoutable sur le continent africain. Sommes-nous à l'ombre d'une période sombre dont peut-être nous ne mesurons pas encore l'ampleur ? Moi, je crois qu'on la mesure, en tout cas si on y réfléchit un peu, ce qui est mon cas.
Bien sûr que Poutine a en tête un plan concerté, compte tenu du passé d'ailleurs de la Russie, on peut même dire qu'il a en tête un holodomor mondial. L'holodomor, c'était la grande famine déclenchée et voulue par Staline au début des années 30, au tout début des années 30, et dont on ne sait pas si elle a fait entre 1 et 4 millions de morts. Hein. Donc on peut imaginer, pareil, un holodomor, mais pas aux frontières de l'Ukraine, un holodomor en Afrique, un holodomor dans certains pays d'Amérique latine, un holodomor dans certains pays d'Asie, tous les pays qui dépendent de l'Ukraine et de la Russie. Et une crise économique dans le monde. Pardon ? Et une crise économique au niveau mondial. Crise économique au niveau mondial, bien sûr. Mais cela dit, vous savez, bien sûr que tout cela, arrêter Poutine, ça coûte cher. Ça coûte cher en vie, d'abord, naturellement, et puis ça coûte cher économiquement. Moi, je pense que ça coûterait beaucoup plus cher de laisser Poutine et ses émules, c'est-à-dire Erdogan, c'est-à-dire ses alliés, Xi Jinping, ses alliés... Erdogan, quelque part ? Ah ben Erdogan, bien sûr, oui. Aujourd'hui, il y a quelques semaines, une de mon hebdomadaire préféré, celui où j'écris chaque semaine, Le Point sur les liens entre Erdogan et Poutine, qui montrait parfaitement comment Erdogan était le cheval de Troie de Poutine à l'intérieur des instances. Puisque vous en avez beaucoup parlé depuis des années, est-ce qu'il y aura un axe, est-ce que cet axe dont vous avez déjà parlé, qui relie la Russie avec certains pays musulmans tels que l'Iran, la Turquie, autour d'une détestation de l'Occident, et arrive aujourd'hui encore plus en force ? C'est de ça qu'il est question, oui. J'ai appelé ça dans un livre dont j'étais venu parler avec vous sur cette antenne, L'Empire et les Sainte-Croix, ça s'appelait le livre. Hein. Je disais qu'il y avait d'un côté l'ancien empire, c'est-à-dire en gros l'Europe et les États-Unis, battus en brèche par les nouvelles velléités impériales d'anciens empires en train de se relever, la Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran, l'ancienne Perse, et la partie radicale et islamiste du monde sunnite. Ben, c'est ça qui est en train de se jouer aujourd'hui. Ce sont ces cinq-là qui font alliance contre l'Europe, le mode de vie qui y règne, les valeurs de liberté, les juifs, les valeurs de l'hospitalité, et ainsi de suite. Et alors, qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron et des leaders européens dans ce contexte ? On a parlé de Johnson, mais Emmanuel Macron, vous avez été sans doute en contact avec lui. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'il fait ? Est-ce que, par exemple, l'argument de l'humiliation de Poutine a été un bon argument mis en avant par Emmanuel Macron, même si après il est revenu quelque peu en arrière ? Disons que je suis heureux qu'il soit revenu sur cet argument. Et c'est là où on voit, vous voyez, tout de même le mérite des leçons de choses. Il est allé non pas à Boutcha, mais à Irpin. Il a vu et j'ai l'impression qu'il a compris. Et c'est quelques heures après sa visite d'Irpin qu'il y a eu cette conférence de presse commune avec Zelensky, avec ses partenaires européens, et où il a dit enfin clairement que le but de l'Europe, c'était la victoire de l'Ukraine. Voilà, le but de guerre. On peut ne pas y arriver, mais en tout cas, c'est enfin dit, le but de guerre de l'Europe, c'est la victoire de l'Ukraine. La victoire de l'Ukraine, est-ce que, je vais vous reposer la question, est-ce que ça veut dire la défaite de Poutine, la fin du régime de Poutine, la fin de la Russie poutinienne ? Ça sera l'affaire, ça sera l'étape d'après et l'affaire du peuple russe. Pour l'instant, ce qui est notre affaire, parce que c'est la loi internationale, devoir de protéger, et parce que c'est notre intérêt, parce que je vous répète qu'après l'Ukraine, c'est nous, la Pologne, les pays baltes, et qui c'est au-delà, c'est d'arrêter cette guerre en Ukraine, d'arrêter le massacre, voilà. Donc de repousser l'armée russe. Ça, c'est l'urgence. Après, les Russes feront ce qu'ils jugeront bon de faire. En 1988, tout le monde pensait que les héritiers de Léonid Brejnev étaient là pour l'éternité. Puis un an après, ils étaient détrônés. On verra ce qui se passe. Et vous voyez aussi ce qu'on vous dit. Est-ce que Bernard Révy n'est pas en train de faire en Ukraine ce qu'il a fait en Libye ? Les critiques qui pleuvent à chaque fois contre vous. C'est-à-dire faire quoi ? Pour l'instant, je dis qu'il faut que cette guerre s'arrête. Il faut que le carnage s'arrête. Et
comme j'ai un peu réfléchi, que je pense que la seule manière d'arrêter une guerre, c'est de faire en sorte que les deux côtés soient d'égale puissance et se dissuadent l'un l'autre. Voilà, c'est la seule façon de faire. Si on laisse... c'est ce qui se passait en Bosnie autrefois. Tant que les Serbes étaient surarmés, tant qu'on ne venait pas en aide aux Bosniaques, ça a duré 4 ans. Ils bombardaient, ils tapaient, ils tuaient les enfants. Le jour où la communauté internationale s'est réveillée, s'est portée aux côtés des Bosniaques, la guerre s'est arrêtée. Alors vous avez souvent rappelé que Malraux disait, je le cite, et vous le citez souvent, les gens que j'aime le plus sont ceux qui font la guerre sans l'aimer. Est-ce qu'il n'y a pas trop de dirigeants aujourd'hui qui font la guerre en l'aimant, notamment dans cette partie du monde? Ça dépend où. Pas Zelensky. Non, Ah oui, non, mais c'est intéressant. Ouais. Et pas les Ukrainiens. Et d'ailleurs, il le dit, Zelensky, qu'il n'aime pas cette guerre. Il le dit, qu'il n'aime pas cette guerre, qu'il n'aime pas faire la guerre. Dans la résistance civile ukrainienne, j'ai rencontré tant de femmes et tant d'hommes qui sont des ingénieurs, des serveurs de bar, des étudiants qui n'avaient jamais imaginé pouvoir faire un jour la guerre, qui détestent ça, qui ont été élevés dans la même culture pacifiste, noble que nos enfants, qui croient que la paix est immensément supérieure à la guerre et qui sont obligés de la faire. Voilà, c'est ce que j'appelle faire la guerre sans l'aimer. Alors de l'autre côté, vous avez en effet, alors ça c'est les mercenaires syriens de Poutine, ces bataillons tchétchènes et les bataillons russes, eux, ils font la guerre en l'aimant. Mais il y a une deuxième distinction. Il y a savoir pourquoi on fait la guerre et ne pas le savoir. Il y a première distinction, en l'aimant ou sans l'aimer. Mais il y a au nom de quoi? Les Ukrainiens, même sans l'aimer, ils savent pourquoi ils se battent. Un peu comme les Américains à l'époque de Frank Capra, la série de films qui lui avait été commandée pour remonter le moral des troupes. Pourquoi nous combattons? Quand on sait pourquoi on combat, on n'est pas invincible, mais on est plus fort. Quand on ne sait pas pourquoi on combat, ce qui est le cas de cette armée russe démoralisée, hébétée, dont on a un nombre croissant d'informations qui remontent, eh ben on est faible. Alors vous êtes allé depuis 50 ans à la rencontre de l'horreur, de l'ignominie, des massacres, des génocides du siècle dernier et de ces dernières années. Est-ce que malgré tout, Bernard-Henri Lévy, vous croyez encore en l'homme? Bien sûr que je crois en l'homme, parce que je vois l'extraordinaire dignité des victimes, parce que je vois les signes magnifiques de fraternité qui sont toujours là dans les ruines, dans les cendres, dans l'horreur, parce que je vois cette femme qui s'appelle Taïra, qu'on voit dans le film et qui vient d'être libérée d'ailleurs il y a quelques jours, qui soignait à Marioupol les blessés des deux camps, les Ukrainiens bien sûr, mais même Russes, qui réparaient... En clair, il y a des justes dans cette guerre. Il y a des justes partout. Il y a des justes toujours. Même quand l'inhumanité règne, il y a toujours des justes. Et c'est cette existence des justes qui font que moi, en tout cas, je ne me décourage pas, que je ne désespère pas et que je crois. Je voulais vous poser une question personnelle, peut-être personnelle. Certains disent, certains de vos détracteurs, tout ce que vous dénoncez à propos de l'action de Poutine en Ukraine, Israël le fait à Gaza. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais je réponds que c'est immonde de dire ça, que ça n'a strictement rien à voir. Quand Israël est intervenu à Gaza, c'était des guerres défensives, c'est parce qu'il était attaqué. Dans les deux guerres de Gaza, c'est Israël qui commençait par être sous des pluies de roquettes. C'est les villes du Sud où on ne pouvait pas vivre sans avoir des abris à 200 mètres de chez soi. Donc c'était des guerres de riposte, ça n'a jamais été des guerres d'agression, d'une part, et même dans la riposte, c'était des guerres qui étaient faites, qui étaient menées avec un souci des vies civiles incroyables. C'est l'éthique de l'armée israélienne, ce que les Israéliens appellent la pureté des armes, que j'ai vu. Moi, j'étais en reportage à Gaza, pendant la première guerre de Gaza, avec une unité d'élite israélienne. Je suis allé dans Gaza et j'ai vu. La guerre, c'est jamais beau, c'est sale toujours. Et encore une fois, moi, si j'ose dire comme Zelensky, je déteste ça. Mais enfin, j'ai constaté que autant que faire se peut, les Israéliens que j'accompagnais faisaient cette guerre
avec scrupule, en obéissant à des principes moraux. Quand ils ne savaient pas dans le moindre doute, ils ne tiraient pas. Aujourd'hui, les Russes se conduisent comme des barbares. Alors, au passage, vous rappelez encore, vous avez été l'un de ces sympathisants gauchistes, plus nombreux qu'on ne l'a dit, qui ne sombrèrent pas dans la maladie infantile de la haine d'Israël. Derrière cette haine d'Israël, Bernard-Henri Lévy, l'islamo-gauchisme, il y a de l'antisémitisme, il y a l'antisémitisme. Oui, mais ça, je crois que la cause vraiment est entendue. Hein. Ça, je le pensais. J'ai écrit cela pour la première fois en 1981. J'avais réédité les blocs-notes que je publiais à l'époque dans le Matin de Paris, et j'avais fait une longue préface. J'ai établi dans ce livre-là, donc il y a 41 ans. Il y a 41 ans, j'ai établi le théorème, pas la supposition, antisionisme égale antisémitisme. L'antisionisme est le seul visage possible d'un antisémitisme à vocation de masse aujourd'hui. Un visage, entre guillemets, un visage humain pour certains. Pas visage humain, un visage de masse, capable de créer un mouvement populaire. Aujourd'hui, un antisémitisme basé sur des critères ethniques ou raciaux, ça marche pas. Un antisémitisme basé sur les vieux textes récusés par Vatican II des évangiles, ça ne marchera pas, ça ne fonctionne pas. En revanche, un antisémitisme fondé sur l'identification des Juifs à Israël, d'Israël à un pays assassin, de ce pays assassin à la mémoire du nazisme, en gros, la nazification d'Israël, ça marche. Alors justement, ça nous conduit à parler de l'actualité franco-française. Dans votre bloc-notes du Point du 16 juin, vous écriviez que le parti de Jaurès, de Blum, de Mitterrand, le PS, s'était fondu dans un douteux mélange de fausses révoltes, de poujadisme et d'islamo-gauchisme. Et l'on a perçu, d'ailleurs, pendant la campagne législative, des signes inquiétants, comme ce soutien de Jérémy Corbyn, dont vous parlez encore cette semaine dans le bloc-notes du Point. Donc des signes inquiétants comme ce soutien de Corbyn à Lionel Simonet et Daniel Obono. La gauche, la NUPES et les filles sont-elles devenues le déversoir de la haine antisémite sous couvert d'antisionisme? C'est pas le déversoir, mais il y a ça dans la France insoumise, bien sûr. Il y a ça, vous savez, l'antisémitisme. Et vous dites pas le Parti socialiste, vous dites la France insoumise. La France insoumise. Et la gauche française, elle est travaillée par ça depuis ses origines. Le débat entre Jules Guesde et Jean Jaurès, c'était en grande partie ça. Le débat autour de l'antisémitisme. Jules Guesde, il y avait cette tentation-là. C'est la raison pour laquelle il ne prend pas parti pour Dreyfus. Jaurès tarde un peu, mais il finit par prendre, avec quel éclat, le parti de Dreyfus. Bien, ce clivage-là, on le retrouve aujourd'hui. Et entre des gens comme... je ne sais pas, François Hollande, Bernard Cazeneuve, Olivier Faure, d'un côté. Et puis, Daniel Simonet, qui se fait honneur d'accueillir... Fierté, l'antisémite Jérémy Corbyn. Eh bien, c'est le vieux débat Guesde de le Jaurès qui continue. Jean-Luc Mélenchon, c'est qui aujourd'hui? Certains disent c'est un Doriot, c'est acceptable de dire ça? Je le pense. Je pense qu'il est en train de devenir, il est en train de devenir ce personnage étrange qui flirte dangereusement avec les thèmes de l'extrême droite, capable de dire, à quelques jours du deuxième tour, de s'adresser aux fachos pas trop fâchés. C'est beau. Il s'est adressé. Et vous reprenez à votre compte. Il en a appelé aux fachos pas trop fâchés pour qu'ils le rejoignent et qu'ils votent pour lui. Écoutez, Léon Blum, il n'appelait pas les fachos à voter pour lui. Il n'appelait pas les ligards à voter pour lui. Mendes France, il laissait les communistes voter pour lui, mais il n'allait pas quémander leur voix. En effet, il y a quelque chose là, dans le nouveau Jean-Luc Mélenchon, d'indigne de la grande mémoire de la gauche. Et c'est-à-dire, vous reprenez à votre compte ce parallèle entre Mélenchon et Doriot ou pas? Il y a une dérive inquiétante chez Jean-Luc Mélenchon, et ce pourrait être une dérive doriotiste, oui. Dérive doriotiste. Alors, d'ailleurs, est-ce qu'il faut redouter le pire des dizaines de députés, 70 et quelques députés LFI qui ont été élus le 19 juin?
Ça dépend lesquels. On peut en attendre le meilleur et on peut en redouter le pire. Si c'est Jérémy Corbyn tous les matins, si c'est, comme ce fut le cas il y a quelques années, aux abords de la synagogue de la rue de la Roquette, défiler avec avec des islamistes radicaux au cri de mort aux juifs, oui, ça sera le pire. Alors au passage, on arrive presque à la fin de l'émission, il y a l'épisode de cette fresque reprenant l'iconographie antisémite peinte à l'entrée d'Avignon, montrant Emmanuel Macron en marionnette et Jacques Attali en train de tirer les ficelles de cette marionnette. Une fresque que Cécile L, la maire PS d'Avignon, et Joël Guin, le président d'hiver droite du Grand Avignon, ont refusé dans un premier temps d'effacer au nom de la liberté d'expression avant de se soumettre à la demande du préfet. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est un signe très inquiétant de l'abaissement des temps. Le fait que les gens ne soient plus capables de reconnaître cette manifestation d'antisémitisme grossier, le fait même qu'il y ait un débat, le fait même qu'on mette ça au compte de la liberté d'expression, c'est scandaleux. Ça, c'est-à-dire impossible pour nos éditeurs c'est-à-dire qui l'auraient pas vu, c'est une caricature à la Dieudonné, Soral, islamiste, ainsi de suite. Oui, c'est-à-dire Jacques Attali, identifié comme juif à travers tous les codes de la graphique, de la caricature des années 30, en train de marionnettiser le président de la République. Ça, c'est une affiche antisémite des années 30. Qu'on ne soit pas capable de le reconnaître et qu'on dise liberté d'expression, qu'on en débatte même, cela est extrêmement inquiétant. Deux dernières questions. Dans votre bloc-notes de cette semaine du 23 juin, vous renvoyez dos à dos la NUPES et plus précisément LFI et le Rassemblement national. Mélenchon et Le Pen, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc, ou plutôt brun, bonnet, bonnet, brun? Je pense qu'en effet, ils se ressemblent à bien des égards. Qui est le plus dangereux? Je ne fais pas de différence. Pour moi, je fais pas de différence. Je ne me pose pas cette question. Je pense qu'ils sont également dangereux, à des titres différents. Voilà. Et je trouve qu'il est là aussi, je trouve sidérant que les gens ne se décident pas à entendre cela. Voilà. Quand Mélenchon lance un appel aux électrices, aux électeurs de Marine Le Pen, quand il s'adresse aux fachos, il faut entendre ça. C'est pas moi qui dis qu'ils se ressemblent. C'est lui, Mélenchon, qui dit aux électeurs nous sommes suffisamment semblables pour que les vases puissent communiquer. Et vice-versa. Cela étant dit, je suis tenté de vous dire que la Marine Le Pen est plus dangereuse aujourd'hui parce que c'est elle qui a finalement gagné ces élections. Et l'idée de voir une ou un Le Peniste à la tête des grandes commissions de l'Assemblée nationale. La commission des finances notamment, oui. Oui, commission des finances. Ça, vraiment, je trouve ça très préoccupant. Et en dépit de l'usage républicain, d'ailleurs. Alors, avant de conclure, Bernard-Henri Lévy, je rappelle que votre film « Pourquoi l'Ukraine » sera diffusé ce mardi 28 juin sur Arte. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci à vous.